Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. Je vais répondre à vos questions. C'est départ fictif numéro 2. Départ fictif sur le départ du Tour de France. Départ fictif. Vous m'avez posé quand même des questions intéressantes. Hein, vous avez fait du bon taf pour ce Tour de France 2021. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires parce que peut-être que je ferai un débrief du Tour de France ou peut-être que je répondrai à des questions sur les débriefs de la journée, peut-être de temps en temps. Enfin, je verrai. C'est pas encore prévu, mais je verrai. N'hésitez pas à en mettre. Si je vois des questions vraiment très intéressantes et que j'ai le temps de le faire, je le ferai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc voilà, le programme pour le prochain Tour de France, programme extrêmement simple. Comme d'habitude, présentation à 7h30, présentation extrêmement détaillée, plus détaillée que sur le Giro. Présentation détaillée. J'ai regardé les arrivées sur Google Maps, sur Google Street View. Donc j'ai regardé les 15 derniers kilomètres, 15-20 derniers kilomètres de toutes les étapes sprint. J'ai regardé aussi les descentes, que ça soit sur carte et également un petit peu sur Google Street View, surtout quand on avait des arrivées en descente. Voilà, pour voir un petit peu les difficultés, pour voir la qualité des routes, surtout la largeur des routes, surtout en Bretagne, parce qu'on aura des petites surprises en Bretagne. Je vous en dis pas plus. Je passe à la première question. Les questions, je les ai prises vraiment dans l'ordre que ça m'affiche sur YouTube. J'ai pas fait un ordre comme la dernière fois, parce que j'ai pas trop eu le temps. Je me suis dit, c'est la vidéo, je veux qu'elle sorte vite. Je vais faire comme ça. Question de Los Puertos que je vais afficher sur l'écran. Pour toi, quel est le Français qui a le plus de chances de faire un beau classement en général? Philippe, Gaudu, Martin ou un autre? David Gaudu. David Gaudu a le plus de chances de faire un bon classement général parce que ça sera son objectif principal. Alaphilippe. Moi, j'ai encore des doutes. Alors, il a l'air d'être en forme, hein, Julien Alaphilippe, sur le Tour de Suisse, mais moi, j'ai encore des doutes sur le fait qu'il a été père il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, est-ce qu'il sera totalement focus sur la course? C'est un parcours qui lui convient. Gaudu, j'ai des certitudes par rapport à la forme que j'ai vue, par rapport aux courses qu'il a effectuées, il était vraiment bien. Alaphilippe, j'ai un peu plus de doutes sur ce facteur-là. Sur le facteur, je viens d'avoir un enfant, voilà, c'est toujours un moment assez important dans la vie d'une personne. Donc on va voir. Guillaume Martin, non, parce que Guillaume Martin a dit en interview, notamment sur la boîte à questions, que vous pourrez retrouver sur YouTube, parce que j'ai vu sur YouTube, mais dans d'autres interviews, que son objectif c'était de jouer les étapes. De jouer le maillot à poids, donc de ne pas jouer le général. Ça évoluera peut-être. De toute manière, il n'a pas forcément l'équipe taillée pour Guillaume Martin pour jouer le général. C'était déjà pas le cas l'année dernière, mais ça me semble plus compliqué. Est-ce que dans cette liste-là, il y aura des surprises? Quand je regarde la starting list, pas des masses, parce que les autres Français, Kenny Elissonde me semble trop limité au niveau du chrono et je pense que ça sera une boucherie. Il va perdre au moins 6 minutes 30 sur les chronos. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis du côté de Pierre Latour, là aussi, ce que j'ai vu sur le Tour de Suisse ne m'a pas énormément rassuré. Du côté de Warren Barguil et d'Elie Gébert du côté de Arkea. Là également, on est sur des objectifs de victoire d'étape, pas forcément de général. Pierre Roland, on sait qu'il perd trop de temps sur le chrono, donc c'est pas non plus quelqu'un qui pourra jouer le général. Voilà pour cette question. On passe à la question numéro 2 que l'on m'a posée. Que penses-tu de l'affrontement Ineos Jumbo UAE sur le Tour à venir et quelle équipe te paraît la plus forte? Perso, Ineos me paraît exceptionnel. C'est une question de Yanis D. L'affrontement Ineos Jumbo UAE, déjà ça m'enchante parce que UAE s'est renforcé. C'est vrai que l'année dernière on avait De La Cruz et un petit peu que De La Cruz quasiment dans cette équipe. Là ils viennent quand même avec une belle armada, hein, quand on voit la starting list. Hop, on a quand même Rui Costa, Formolo, Hirschi, Maika, McNulty et puis la Hongen, pourquoi pas pour la montagne également. Ils n'ont pas pris Christophe
pour dire qu'on s'attendait à ce que Alexander Kristoff vienne et Alexander Kristoff ne fait pas la course. Du côté de Jumbo, il faudra voir l'ambiance dans l'équipe parce que sur Paris-Nice, notamment entre Kruijswijk et Roglic, ça n'a pas vraiment matché. Sepp Kuss, lui doit faire également la Vuelta peut-être. Est-ce qu'il fera la Vuelta en tant que leader? Donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Ils viennent aussi avec pas mal de coureurs. Mike Tennyson et Tony Martin, on va voir. C'est quand même des rouleurs. On va voir ce que ça va donner. Gesing qui est plus tout jeune aussi du côté de la Jumbo. Ineos, c'est l'armada exceptionnelle. Ineos. Goggenhardt, Carapaz, Castroviero, Kwiatkowski, pardon. Richie Porte, Luc Robeux, Geraint Thomas, Van Barle. Ça parle quand même un petit peu, quoi. C'est une très très belle formation. Je pense que du côté d'Ineos, on a en plus une petite idée de hiérarchie. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui font peur? Parce que c'est vrai qu'on parle des trois. La Trek fait peur sur le papier, mais quand on regarde le cyclisme depuis 2 ans, ça fait un peu moins peur quand même avec Mollema et Nibali. La Bahreïn est un peu moins solide, peut-être. Même s'il y a Rapello Bilbao mais qui était sur le Giro, Yates, Chavez chez Beckenchen, je sais pas trop ce qu'ils vont jouer. Moi je mettrais quand même AG2R parce que Connor jouera le général, Ben O'Connor, ça va être costaud. Puis la Movistar, sur la Movistar, Valverde, Mas, André Lopez, Marc Soler, Garcia Cortina, en sachant que Soler n'a fait qu'un demi-tour d'Italie. Ça va faire mal cette équipe-là, et puis toujours se méfier de F aussi, hein. EF c'est une équipe solide. Donc si je reviens sur la question de départ, qu'est-ce que j'en pense? Ça m'intéresse énormément, et l'équipe qui me paraît la plus forte c'est Ineos entre les trois, largement. Voilà. Question Tour de France pour toi, quel va être Liam d'Améry, pour toi quel va être le leader chez Ineos? Le leader chez Ineos, ça va jouer entre 2 coureurs pour moi. D'un côté Carapaz, c'est parce que en fait Carapaz, ça me semble impossible de l'éliminer vu ce qu'il a fait sur le Tour de Suisse. Il a été impressionnant sur le Tour de Suisse. Carapaz, et depuis le début de saison et même l'année dernière, Carapaz il n'a pas déçu, même après son Giro. Certes, il gagne pas le Tour de France, mais il n'était pas dans une position pour gagner le Tour de France et il fait quand même un très bon Tour de France. Derrière, il enchaîne avec la Vuelta où il a vraiment menacé Roglic. Derrière, depuis que je le vois depuis le début de saison, Carapaz, il est très bon. Donc, en montagne, je pense que c'est le meilleur chez Ineos. Le problème du côté de Carapaz, c'est le contre-la-montre. Donc, je pense qu'ils vont avoir un leader montagne, un leader contre-la-montre. Le leader contre-la-montre, enfin plus polyvalent, on va dire, ça va se jouer pour moi entre Porte et Geraint Thomas. Est-ce qu'ils vont prendre la décision après le chrono à Laval, le premier des deux sera éliminé, ou est-ce qu'ils iront jusqu'à la fin de la première semaine pour dire toi t'es le leader et puis toi tu seras équipé? Je pense qu'ils auront 2 leaders, voilà. Pour moi, pas Goggenhardt. Goggenhardt a montré ses limites cette année, ce qui est tout à fait normal. C'est pas toujours facile de confirmer. C'était pas un leader dans l'âme. En plus, Goggenhardt, ces dernières années, quand il se retrouve leader sur le Giro, normalement, il doit être numéro 2 derrière Geraint Thomas. Donc, je pense que Goggenhardt sera équipier. Je peux me planter après, mais ouais, je pense que il y aura 2 leaders. C'est soit Geraint Thomas, Richie Porte du côté d'un leader polyvalent, on va dire, et de l'autre côté Carapaz. Je pense que Carapaz est sûr d'être leader sur le prochain Tour de France. Quelle étape tu attends le plus? Les 250 km. Alors déjà parce que bon, ça passe... Alors je serai pas chez moi, c'est quand même con, le Tour de France passe à 1 heure de chez moi, mais je ne serai pas chez moi. Donc je l'attends beaucoup cette étape parce que je sais la difficulté qu'on aura sur le parcours. Beaucoup d'équipes ne l'ont peut-être pas forcément repéré cette étape-là, mais il y a quand même le Signal d'Uchon, des beaux pourcentages sur le Signal d'Uchon, et ça peut faire mal. C'est pas l'étape la plus dangereuse, on va dire, sur le papier. Et je pense que ça va être une étape qu'il faudra faire attention. C'est pas une étape toute plate, loin de là. Le rendement des routes après Nevers, donc c'est-à-dire après, on va dire, les 100 premiers kilomètres, devient catastrophique. On a un goudron, on va traverser le Morvan, et dans le Morvan, donc c'est l'étape du vendredi 2 juillet, pour ceux qui sont déjà allés dans le Morvan, il faut savoir que les routes ont un rendement qui est dégueulasse. C'est-à-dire qu'avec une voiture, vous êtes tout le temps obligé d'avoir le pied sur l'accélérateur. Donc je vous dis même pas avec un coureur cycliste.
Et puis la distance, 250 km, ça fait depuis 20 ans, j'ai regardé dans les statistiques, c'est depuis le Tour, je crois, donc 2001, on n'a pas eu une étape aussi longue. Et c'était des étapes de plat. Là, c'est pas une étape de plat. Ça va être 6h30 de vélo. Donc, et le soir, en plus, il y aura pas mal de transport pour aller à Oyonnax, qui est le départ de l'étape d'après. Donc ça va avoir des conséquences. Moi, c'est l'étape que j'attends le plus parce que ça passe pas très loin de chez moi. Alors le début de journée, hein, donc ce que personne ne verra à la télévision sur cette étape-là. Et puis que la deuxième partie de l'étape vraiment m'intéresse parce qu'avec la distance, je pense qu'on aura des surprises. Surtout s'il fait chaud. Parce que dans le Morvan, par chez moi, il n'y a pas d'air. On est loin de la mer, hein, donc il y a un peu d'air avec la Loire, mais bon, c'est pas énorme. Donc, dès qu'il fait chaud, à partir de Nevers, c'est vraiment intenable. Donc, il fait 33 degrés, vous avez l'impression qu'il en fait 50. Donc, ça peut très vite devenir un petit peu compliqué. Et puis, Pogačar est-il meilleur que Roglič pour cette troisième question? C'est compliqué à dire. Roglič, je pense, Pogačar est toute l'année est meilleur que Roglič. Toute l'année. On va dire en moyenne, son niveau moyen, on va dire, est meilleur que celui de Roglič. Par contre, Roglič dans un très grand jour est meilleur que Pogačar. Mais dans les très grands jours, pour moi, Pogačar, tout au long de l'année, normalement, il est devant Roglič. Mais Roglič, il est capable de faire des coups exceptionnels. Quand il est dans un grand jour, Roglič, il se transcende, ce que je crois que Pogačar n'arrive pas à faire. Roglič, il était dans un grand jour à Liège-Bastogne-Liège sur un parcours qui n'était pas forcément sur une course qui lui convenait peut-être pas totalement et réussit à s'imposer en battant Alaphilippe, ce qui reste quand même assez dingue. Sur le Tour, quand c'était Catalogne, je confonds toujours. Non, Pays Basque, pardon. Quand il part avec Gaudu sur cette étape-là, il est capable de dynamiter la course, Roglič. Là aussi, il est exceptionnel et Pogačar a complètement cramé ce jour-là. Alors pourtant, il maîtrisait bien la course chez UAE à ce moment-là, même si c'était McNulty qui avait le maillot. Donc je pense que Roglič est meilleur que Pogačar dans les grands jours. Par contre, en général, je dirais que Pogačar est meilleur que Roglič. Nouvelle question du Yanis D. Ma question porte sur les sprints de ce Tour de France. Qui est selon toi le principal favori et qui sont les outsiders? Je crois pas mal en démarre perso, même si toutes ces victoires cette année étaient face à une adversité quasiment nulle. Je reprends un petit peu ma starting list pour ce Tour de France. Quand je vois les favoris pour le sprint, c'est vrai que Démare paraît fort, surtout moi ce que j'ai vu au boucle de la Mayenne, c'est-à-dire avec un train réduit. Boucle de la Mayenne, c'était 6 par équipe. J'ai pas fait le débrief de la course, je vais le faire et puis j'ai pas eu le temps. Ça me semble solide même avec un train réduit parce que Madouas et Bruno Armirail, je pense, travailleront quand même plutôt pour Gaudu, même si Armirail est polyvalent et peut être le premier homme à travailler du côté de la Groupama FDJ. La confiance qu'a Marc Madiot aussi en Arnaud Démare est assez intéressante. Hein. Il est très 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 confiant envers lui. Et quand on voit l'équipe, on se dit quand même qu'on a un peu favorisé Démare par rapport à Gaudu. Alors que derrière, tu as quand même David Gaudu, qui est quand même un très très bon coureur, mais qui sait bien se débrouiller seul également. Alpecin me paraît avoir le meilleur train, parce que quand vous avez Merlier, Philipsen, qui pourraient jouer leur carte personnelle, pour Van Der Poel. Moi, en fait, je pense qu'il y a des sprinteurs qu'on verra énormément sur le plat et qui me paraissent très très forts. Et je pense que là, il y aura une bagarre à 3 sur les sprints, on va dire, plus plats entre Caleb Ewan, Démare et également notre ami j'ai mis Démare, Caleb Ewan, j'en ai oublié un. Je sais plus qui je voulais mettre en troisième sur les sprints plats. Mais j'ai oublié. Il y en a. Enfin, non, parce que j'ai dû. Sur les sprints plats, je dirais qu'il y a quand même, pour moi, ils sont deux. Du côté des sprints en côte, j'ai envie de dire. Là, c'est vrai que la hiérarchie me paraît Van Der Poel, Van Aert. Voilà, je pense qu'il y aura une bagarre entre les deux. Sur le plat, ça me semble. Evan, parce qu'il m'a l'air très en forme et bon, il a quand même arrêté le Giro assez vite. Je pense qu'il est fort. Démare, parce qu'il n'a pas fait le Giro et c'est plutôt bien.
Ensuite, bon, on a quand même des outsiders. Colbrelli a été très fort sur le Dauphiné. Mais Colbrelli, sur le Dauphiné, c'était pas non plus incroyable comme opposition. Matthews, moi j'y crois pas trop. Voilà, Matthews, Walscheid du côté de QBK, j'y crois pas. Greipel, alors les courses qu'il a remportées, Greipel, je les ai pas vues. Voilà, j'ai vu que des highlights. Bon, l'adversité était pas énorme non plus, mais il a un train complet, Greipel, avec notamment Rick Zabel et Guillaume Boivin pour le lancer. Donc ça peut être intéressant. Boigny me semble très en forme aussi. On ne parle pas trop de Laporte ni de Boigny. Alors je sais qu'on m'a posé une autre question pour Laporte, donc je vais pas y répondre tout de suite, mais Boigny, vu ce qu'il a fait au championnat de France, faut pas le négliger. Chesbol, il est capable d'être régulier, donc il faudra faire attention. Il y a beaucoup de sprinters cette année. Cavendish, si on lui fait confiance du côté de la Deceuninck, c'est que on pense qu'il est capable de faire des bonnes performances, Cavendish. Je pense que Patrick Lefebvre, il se dit que Cavendish, ils ont Ballerini également, mais Cavendish, il faudra faire attention peut-être. Parce que Deceuninck décide de rouler pour Cavendish. Moi, au départ, j'étais un peu surpris quand j'ai entendu cette info. Donc pour moi, les favoris sur le plat, c'est Evan Demar. Outsider, je mettrais Laporte, Boigny, Cavendish. Sur les sprints en côte, je mettrais favori Van Der Poel, Van Aert. Avec Colbrelli, j'en mettrais 3. Et en outsider, je mettrais Laporte. Je mettrais Coquard. Parce que pour moi, Coquard réfléchit un peu trop dans ses sprints. Je pense que Chalpecin, il faut aussi se méfier de Tim Merlier en 2e et 3e semaine. Parce qu'on sait que Van Der Poel doit quitter le tour quand même au bout d'un moment. Mais Merlier, peut-être pas. Et puis moi il y en a un où je sais pas où le mettre, c'est Boasson-Hagen du côté de chez Total, mais je sais pas où le mettre. Voilà. On continue, une nouvelle question. Essayez d'aller un petit peu plus vite. Penses-tu que l'équipe d'Ineos est plus forte que celle de 2019 ? Oui, largement plus forte. Je suis assez d'accord avec la réponse de Bike Riding également qui a mis un suite derrière. Voilà. Plus forte parce que vous avez des mecs qui, dans n'importe quelle équipe, seraient des top leaders et qui peuvent faire top 5 du Tour de France. Donc, ce qui fait que la hiérarchie est pas facile à déterminer. Moi, je pense que ça va être cette hiérarchie-là. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Gegenhardt va faire un tour exceptionnel. Mais de toute manière, excuse-moi, mais ils peuvent avoir 2 chutes dans l'équipe, 2 mecs qui abandonnent. Ils auront toujours une pléiade de leaders. Donc, c'est assez intéressant. C'était question de Losk Nathan, j'ai oublié de le citer. Don Sebou, Zebou, ou Sebou, je ne sais jamais comment le dire. Question pour le Tour de France. Que penses-tu des coureurs retenus par la team Total Energy ? J'ai peur d'un tour fantomatique pour cette équipe. Alors, l'équipe est un peu meilleure quand même que l'année dernière. Au moins, on sait quel est l'objectif. L'objectif, c'est la montagne. Pour moi, il y a un objectif qui est quand même clairement déclaré. On va entourer Pierre Latour. Même si, encore une fois, j'ai dit que Pierre Latour sur le Tour de Suisse, c'était pas incroyable, mais au moins là, on sent qu'il y a une stratégie. Parce que les dernières années, il y avait des mecs, tu me demandais vraiment ce qu'ils foutaient là. Là, j'en ai quand même, où je me demande ce qu'ils foutent là. Fabien Doubé, je l'ai pas vu de l'année. On le met dans l'équipe Tour de France, bon. Je l'ai pas vu de la saison. Boasson-Hagen, en tant que sprinter, j'y crois pas des masses. Mais bon. Bonifacio, de toute manière, n'avait rien montré non plus cette année, donc j'ai l'impression qu'en plus, entre Bonifacio et Jean-René Bernaudot, il n'y a plus vraiment énormément d'entente parce qu'on ne l'a pas vu depuis très longtemps, Bonifacio courir. Non, moi je trouve qu'il y a une vraie stratégie autour de Pierre Latour. Quand je vois de l'aparté, Christian Rodriguez qui a été très bon sur le Mont Ventoux dénivelé challenge. Je vois également Jérémy Cabot qui a été très bien au championnat de France, où il y avait 4000 mètres de dénivelé positif, 230, 240 km, c'est un coureur qui peut être intéressant pour certaines étapes. Je me dis qu'on va peut-être moins les voir dans des échappées publicitaires que d'habitude, avec cette formation-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne traverseront pas le Tour de manière fantomatique. Mais je dirais que cette année, l'équipe est un peu mieux organisée que l'année dernière. On avait des mecs genre Jérôme Cousin. On se demandait ce qu'il foutait là l'année dernière sur le Tour de France, Jérôme Cousin. Et c'était un des multiples exemples. Calmejane, voilà. Romain Sicard aussi, parce qu'on savait que dans les échappées, il ne pouvait pas faire la différence. Là, on a vu Christian Rodriguez au Mont Ventoux dénivelé challenge. Il fait jeu égal avec Ben O'Connor. De l'aparté,
C'est un coureur qui est très intéressant également en montagne. Même Pierre Latour dans une échappée, c'est un peu plus de gueule que Romain Sicard. Turgis, également, il y a des étapes intéressantes pour Turgis, notamment la première, où il est capable d'être performant également. Donc, c'est une équipe qui me paraît mieux constituée que les années précédentes. Voilà. Team Total et Énergie maintenant. Il n'y a plus Direct Énergie, ça. Seconde question, penses-tu qu'Elie Gébert a une chance de remporter une victoire d'étape pour voir le maillot de meilleur grimpeur? Tout dépendra des coureurs dans l'échappée. Je pense que si dans une échappée, tu as des mecs comme Mollema ou Nibali, même Kenny Alisonde, face à Elie Gébert, je pense que c'est un petit peu compliqué. Par contre, il y a des étapes qui me semblent intéressantes pour Elie Gébert. L'étape d'Oyonnax, la première étape également dans les Pyrénées, l'entrée dans les Pyrénées. Parce que c'est pas de la trop haute montagne. Je pense qu'Elie Gébert, il est bon dans un format moyenne montagne. C'est un coureur qui est très intéressant. En haute montagne, j'ai un peu plus de doutes. On voit, il s'est imposé dans des courses en Espagne. On est plutôt sur des courses de moyenne montagne. Quand je l'avais vu sur le Tour de la Communauté de Valence, il a été très bon également sur le Tour d'Andalousie. Ce sont des courses quand même de moyenne montagne. Pour moi, le meilleur yo-yo, le meilleur grimpeur, non. Mais après, c'est mon avis. Il faudra voir également qui sera le lieutenant de Quintana. Je pense que ça dépendra également de quelle est la forme de Quintana. Si Quintana a la même forme qu'au Dauphiné, je pense que tout le monde pourra partir en échappée. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais j'en fais pas. Si face à Guillaume Martin, je me dis qu'il a quand même très peu de chance pour le maillot à pois. Et Guillaume Martin a annoncé véritablement qu'il voulait jouer le maillot à pois. Face à Mollema ou Nibali, ça me semble compliqué aussi. Après, une victoire d'étape, oui, sur ces deux étapes-là. Pourquoi pas dans une échappée où il y aurait un peu moins de grands coureurs. Un peu l'échappée qu'a remporté Victor Lafay sur le Giro. Si vous avez une échappée de ce type-là, voilà, avec pas mal de rouleurs, de baroudeurs, il est capable de s'imposer. Il est capable, voilà, de remporter une victoire d'étape. Que penses-tu de Delaporte? Peut-il remporter une étape sur le Tour? Thibaut Dupassieux, il est capable. Il est capable totalement. Moi, j'irai à partir de la deuxième semaine plus. Parce qu'on sait que c'est un coureur qui passe très très bien la montagne. C'est un coureur surtout qui récupère extrêmement bien, qui est très très fort en deuxième, troisième semaine. Il avait fait notamment deuxième derrière Arnaud Desmars, c'était en troisième semaine. L'année dernière, c'était en deuxième semaine où il avait fait sa quatrième place. Donc c'est un coureur qui est très très bon à ce moment-là. Pourquoi pas Carcassonne? Une étape, voilà, 219 km, avec un peu mal plat. C'est-à-dire que, certes, il n'y a pas de difficulté sur le parcours, mais ça ne sera pas tout plat quand même sur cette étape-là. Pourquoi pas l'étape de Nîmes également, parce que ça peut bordurer sur cette étape-là. L'étape des Landes également, l'étape numéro 19. Mais il faudra que Cofidis se roule autour de lui. Mais oui, puis en plus, il y a quelques coureurs qui, je pense, vont partir. Caleb Ewan ne fera pas tout le Tour de France. Je disais Van Der Poel. Van Aert, c'est pas sûr non plus, parce qu'il y a les Jeux Olympiques derrière. Donc ça peut laisser de la liberté un petit peu pour Christophe Laporte. Donc oui, il est capable de remporter une étape sur le Tour. Il est capable également de jouer le maillot vert. Parce que le maillot vert, cette année, je pense c'est très ouvert. Parce que Sagan, en plus, qui a fait le Giro, c'est la première fois qu'il va doubler Giro Tour dans ce sens-là. On va voir comment il va réussir à s'en sortir. Et en plus, on l'a quand même assez peu vu sur le dernier Giro, je trouve, Sagan, malgré une victoire d'étape. Je n'ai pas été convaincu par Sagan pour le moment. Les questions de Xil Space, parce qu'on est à 23 minutes de vidéo. Quelle est l'étape reine de ce tour et sur quelle étape peut se jouer le général cette année? Le parcours de cette année est-il plus facile que celui de l'année dernière? On va reprendre les questions dans l'ordre. Quelle est l'étape reine de ce tour? L'étape reine de ce Tour de France, je l'ai noté. Pour moi, j'ai mis l'étape reine pour moi de ce Tour de France, c'est l'étape d'Andorre-la-Vieille. L'étape d'Andorre-la-Vieille, parce que entre Serré et Andorre-la-Vieille, c'est vraiment dur. De toute manière, pour moi, les Alpes cette année sont assez tranquilles, les Pyrénées sont très dures, et on passe très longtemps dans les Pyrénées en plus, et par des étapes un peu différentes. Donc je dirais qu'il y a Andorre-la-Vieille,
où pour moi c'est l'étape reine, parce que le col de Bekchalis, ou de Brecchalis, je sais plus comment il s'appelle, le dernier col de la journée, la descente dernière, faut se la farder aussi. Qu'on aura le port d'Envalira, que ça monte quand même à 2400 mètres d'altitude, hein, le souvenir Henri Desgranges, donc faudra faire attention. Et puis Brecchalis, c'est assez irrégulier en termes de pente, donc pour moi c'est l'étape reine. L'étape où peut jouer le général, pour moi c'est l'étape 17, avec Perressoud, Val-Louron, Col du Portet, tout ça enchaîné en 60 km. Sur une étape qui fera quand même 180. Et tout ça sera dans la dernière partie. Sur les 60 derniers kilomètres, on enchaîne ces 3 cols-là. 2 premières catégories, 1 hors catégorie. Ça va faire un peu mal aux pattes. L'étape du lendemain également est pas simple entre Pau et Luzardiden, parce qu'on a le Tourmalet enchaîné à la montée de Luzardiden. Mais pour moi, cette étape entre Muret et Saint-Lary-Soulan, l'étape numéro 17, me paraît un peu plus difficile. Mais pour moi, l'étape reine, c'est l'étape 15. Voilà. Et c'était quoi la dernière question? Le parcours de cette année est-il plus facile que celui de l'année dernière? En théorie, oui. Sur le papier, non. Enfin, en théorie. En réalité, non. Parce que l'année dernière, je savais très bien avant le départ du Tour de France qu'il avait été mal pondu, ce parcours. Qu'il avait été pondu par des mecs qui regardaient pas le cyclisme moderne. Notamment l'étape du Montfaron. On savait très bien qu'il allait rien se passer, et il s'est absolument rien passé. C'était pas une surprise. Les Pyrénées étaient très faciles l'année dernière. Il y avait 2 étapes à 3500 mètres de dénivelé positif. Là, ça va être un peu plus. J'ai oublié de noter, tiens, les dénivelés positifs. Ça me fait penser qu'il faut que je le marque tout à l'heure sur ma présentation d'étape. Pour moi, il va être plus animé que l'année dernière, ce Tour de France. On a des étapes de sprint qui sont assez courtes. L'étape de 250 km va rester dans les pattes très longtemps. On a 2 étapes de moyenne montagne vraiment intéressantes pour les baroudeurs, l'étape d'Oyonnax et la première étape dans l'étape de Carcassonne-Quillan, qui me paraît assez intéressante également. Et puis on a des Pyrénées qui sont extrêmement difficiles cette année, donc il faudra faire attention. Certes, on n'a pas le Massif central, on n'a pas les Vosges, on se contente des Alpes et des Pyrénées. Par contre, on a des Pyrénées qui sont sacrément difficiles. Je trouve que la seule étape qui est inintéressante pour moi, en montagne, c'est l'étape du Mont Ventoux. On a vu sur le Mont Ventoux dénivelé challenge qu'il se passera rien dans les descentes, et comme on a foutu l'arrivée en descente, je vois pas vraiment l'intérêt de cette étape-là. Je pense qu'on va un peu se regarder en champ de faïence, parce que la descente du Mont Ventoux, c'est vraiment très très facile. C'est vraiment pas une descente technique. On m'a demandé, alors on m'avait pensé la question sur la Fantasy League du Tour de France, j'ai pas le temps. Isu Terminator. Et sinon, penses-tu qu'Arnaud Démare va essayer de jouer le maillot vert? Oui, c'est l'objectif. Très clairement, quand tu vois la formation, c'est l'objectif. Mais encore une fois, sur le maillot vert, il y aura beaucoup de monde. Donc on aura Sagan voudra quand même y jouer. Pourquoi pas aussi Wout van Aert, on sait pas, Brian Cocard, Laporte, Bouhanni sont des adversaires, Michael Matthews, Colbrelli. Colbrelli est peut-être l'un des favoris. Après, il faudra voir, parce qu'il y a encore le Giro ensuite, enfin le Giro, les Jeux Olympiques plutôt, les JO, confondu Giro et JO derrière. Donc on va voir s'il n'y a pas des coureurs qui vont s'arrêter en cours de Tour de France. Mais oui, c'est l'objectif, mais ça sera pas facile. Ça sera moins facile que sur le Giro de l'année dernière. Et Yanis D, pour finir, que penses-tu de Pogačar, très décevant sur le dernier chrono cette année de manière générale, et penses-tu qu'il arrive avec le statut de favori pour la victoire finale? Il arrive avec le statut de favori pour la victoire finale, oui, parce que quand tu as gagné l'année dernière, il s'est quand même pas totalement planté sur le début de saison non plus. Donc oui, il arrive forcément avec le statut de favori, avec une équipe qui s'est renforcée. Il est attendu, par contre, ça c'est la différence avec l'année dernière. L'année dernière, les spécialistes de cyclisme l'attendaient. Bon, les mecs qui suivent que le Tour de France, ils ne l'attendaient pas, Pogačar. Et puis même, en début de Tour de France, on se disait, bon, Pogačar, il joue le maillot blanc, on va voir jusqu'à où il va pouvoir tenir en termes de récupération, comment il va pouvoir tenir au fur et à mesure des jours. Et puis, certains avaient des doutes, sur la récup. Moi, j'avais pas de doute sur la récup parce que j'avais vu un peu de la Volta et je m'étais dit, il tient quand même sacrément bien la 3e semaine.
Mais on avait des doutes. Et puis même, lors du contre-la-montre, moi je m'attendais pas à ce qu'il dépasse Roglic aussi facilement. Il a été décevant sur les chronos, oui. Alors moi, j'ai pas vu le Tour de Slovénie notamment, j'ai pas eu le temps de le voir, j'ai vu un petit peu les résultats basiquement. J'ai peu vu Pogacar cette année sur les routes des courses que j'ai suivies. Par contre, je peux vous dire que le chrono sur le Tour du Pays Basque, oui, j'avais pas trouvé ça incroyable. Mais après, il se prépare tellement que pour le Tour de France cette année. On verra. Et puis moi, Pogacar, je suis plus inquiet, c'est le fait qu'il a gagné un Tour de France dans une configuration de saison qui était particulière l'année dernière. Là, on a eu une saison quand même très classique, on va dire, sur la forme. Il y a eu peu de courses, de grandes courses annulées, on va dire, surtout des courses, des tours d'une semaine. Donc, est-ce qu'il arrivera à avoir la forme physique au bon moment sur une saison un peu plus traditionnelle? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais il arrive avec le statut de favori, oui. Pogacar, de toute façon, un peu comme Bernal en 2020, même si Bernal, on l'avait peu vu, il arrivait quand même avec le statut de favori. Et puis, contrairement à Bernal, notamment l'année dernière, on ne l'a pas vu s'écrouler non plus. C'est-à-dire que même quand il se rate, notamment sur le Tour du Pays Basque, c'est pas non plus une totale défaite, c'est pas une catastrophe ce jour-là. Donc oui, les chronos n'ont pas été exceptionnels. Malgré tout, il est dans les clous, je pense très clairement, pour être en forme. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était un petit peu longue. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, le Tour de France, donc 7h30, présentation de l'étape numéro 1, étape qui ressemble beaucoup à une étape de 2008, je vous montrerai tout ça. Et puis, on se retrouve pour tout le Tour de France. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.